Mon invité cette semaine est un garçon pas comme les autres. Depuis 10 ans, ce fantaisiste de la radio et du petit écran nous défile sa vaste culture qui va du gâteau au ketchup jusqu'au faux accent allemand de Jean-Louis Roux. Après Bach et Bernatchez, c'est mon Jean-Sébastien préféré. Jean-Sébastien Girard. Après Bernatchez. Bonjour. Merci d'être là, Jean-Sébastien. Je m'apercevais de tout ça. Quand on s'est parlé cette semaine pour une pré-entrevue pour une autre émission, c'est la première fois qu'on avait une longue conversation ensemble parce qu'on se connaît un peu de corridor, de ci et là. On est amis Facebook depuis quelques années, mais on n'a jamais eu vraiment de longues discussions. Cette pré-entrevue-là. Oui, moi aussi, surtout quand tu mangeais ta toast. Ah oui, j'étais très à l'aise, j'ai oublié que... C'est ça. En fait, c'était un bagel. Un bagel. Bagel fromage à la crème. Un bagel montréalais ou du commerce? Pomme. OK. Pride of Montreal. Fait que c'est un petit produit local. À l'émission, pas à l'émission. Ici... c'est un autre vocable à intégrer. Ouais, c'est ça, c'est un autre vocable à intégrer. C'est pas vraiment une émission, c'est un balado. Bref, on se penche vraiment sur comment tu t'es fait un nom, comment Jean-Sébastien Girard est devenu le Jean-Sébastien qu'on connaît. Est-ce que d'abord, tu sais pourquoi tu t'appelles Jean-Sébastien? Est-ce que tu as demandé à ta mère c'est quoi l'histoire de ton Il y a comme prénom? deux histoires autour de ça. Je pense que c'est un mix de deux histoires. Okay. Je devais m'appeler Alexandre, Okay. a priori, mais je suis né le 24 juin. Ouais. Donc, ma mère voulait un Jean quelque part. Elle voulait pas m'appeler Jean-Baptiste, naturellement. Et ma mère aime beaucoup la musique. Donc, oui, il y a le bac. Mais ma mère aime pas la musique classique. Tu sais, ma mère, elle aime la musique que j'aime. Là. Elle aime Claude Sébène et Christine Chartrand. Donc, c'est un peu stretché qu'elle dise parce que je suis une mélomane. Ma mère, elle a pas un disque de classique chez elle. Je suis pas sûr qu'elle pourrait nommer une œuvre de Jean-Sébastien Bach. Mais ouais, c'est un mélange des deux. Mais si j'étais né le 23 juin, je pense que je me serais appelé Alexandre. On dirait, ben, évidemment, c'est ce que je suis habitué. On dirait que je suis pas un Alexandre, moi. Moi, non, puis ça aurait eu l'air de quoi, ta vie, si tu t'appelais Alexandre ou si tu t'appelais Éric ou Mathieu ou dans les noms les plus populaires de 1975? Je sais pas, hein, ben en même temps, tu sais, Jean-Sébastien, il y en a pas beaucoup, mais tu sais, c'est pas un nom flyé non plus. Non. C'est vrai que, même si c'est un nom composé relativement commun, j'en connais pas. Puis il y en avait juste un dans ma classe, dans tout mon primaire, qui s'appelait Jean-Sébastien Delille, qui était un bolé, là, c'était un petit génie. Il donnait des cours, on était en deuxième, troisième année, il donnait des cours de géo, là, il mettait l'acétate avec la carte du monde, puis il nous expliquait des affaires que la prof comprenait pas. Là. Alors mon seul contact avec Jean-Sébastien, c'est Jean-Sébastien Delille. S'il nous écoute, j'aimerais ça le revoir. On le salue. Ah oui, c'était un génie. On le salue. Tu as déjà dit, Jean-Sébastien, je trouve ça que c'est juste assez original. Oui, tu sais, je voudrais pas m'appeler Thomas Jules ou mais j'aimerais pas m'appeler, je suis pas obligé de donner d'exemple. Non, c'est ça. Mais moi je rêvais de m'appeler Stéphane, entre autres quand j'étais petit. Je trouvais que c'était un beau nom, Stéphane. Aujourd'hui, j'aime pas tellement j'aime les Stéphane, mais pas le nom Stéphane. Mais je me suis dit, des fois dans ma tête, bon, je m'imagine surtout avoir des noms féminins, mais dans le nom masculin, je me suis imaginé pendant 2-3 ans que je m'appelais Stéphane. Je jouais puis dans ma tête, je me disais, je suis un Stéphane Stéphane Girard. Qui joue. Stéphane Girard. Je trouvais que ça sonnait bien. Ouais, j'ai un cousin qui s'appelle Stéphane Girard, mais je trouve pas ça harmonieux. Non. Jean-Sébastien, j'aime Jean-Sébastien, mais Girard, j'aime pas ça, je trouve ça dur comme nom. Bourdage, c'est beau ça. Ben merci, écoute, j'ai pas grand-chose à voir là-dedans. Je sais bien, mais Girard, je trouve bien ça... tombé. J'aime pas la sonorité de ce nom-là. Puis pourquoi tu portes le nom de ton père, pas le nom de ta mère? Parce que ta mère a été beaucoup plus présente dans ta vie que ton père pour les raisons qu'on parce connaît. que c'est de ma génération, tu sais, je suis dans les années 70, cette question-là se posait même pas. Il y a eu des amis qui commençaient à avoir les deux noms, pas juste un. J'avais une amie qui s'appelait Karine Lafontaine-Denis, on trouvait ça un peu flyé. On disait, mon Dieu, ça va être long à écrire à l'école. Maintenant, c'est devenu une nouvelle norme. Mais j'ai déjà pensé offrir en cadeau à ma mère un changement de nom. Je me disais, ça n'a pas de bon sens que je sois pas un Michaud, parce que je suis d'abord et avant tout un Michaud. Oui, j'ai plein de caractéristiques de mon père, de Girard, mais je connais à peine la famille des Girard. Je suis vraiment un Michaud, je connais toute la famille, je suis proche de cette famille-là. J'ai un rapport fusionnel avec ma mère. Il me semble que je suis un Michaud, tu sais. Puis à un moment donné, j'avais fait comme mais un peu d'avoir 18 ans, mais il fallait que mon père signe. Ah ouais. Je trouve que c'était violent pour rien. Je fais, bon, je pense que ma mère le sait, que je l'aime plus que tout, plus que mon père. Je pense pas que j'ai besoin de dire à mon père, signe donc pour que, soit que je change de nom, que je l'ajoute. Que je te sorte de ma vie définitivement. Que je te sorte dans ma vie. Je voulais savoir que, pas de problème, enlève mon nom, tu sais. Puis après, j'ai fait, mais il y a un artiste, je me souviens pas qui a offert ça comme cadeau à sa mère. J'ai entendu ça il y a pas longtemps. J'étais comme, OK, j'étais pas le seul à avoir pensé à ça. Comme à sa fête, qui a fait comme, voici mon nouvel extrait de j'allais dire un baptistère, mais c'est le certificat d'état civil. Puis il avait offert son nom. Je trouve ça beau. Moi, j'ai fait changer mon nom quand j'ai 18 ans.
J'ai fait... Pour vrai? C'est mon père qui a payé, avec grand plaisir. Puis donc, t'as enlevé carrément? Ouais, moi, c'est Linda Godette, mon vrai nom. Puis j'ai changé de nom. Non, j'avais le nom de ma mère. Moi, je suis né Ludovic-Bourdage. Ma mère, quand mes parents se sont séparés, ma mère a fait ajouter son nom. OK. Puis quand j'ai eu 18 ans, je l'ai fait enlever parce que c'était rien contre ma mère, mais tu sais, la moitié de ta vie, tu t'appelles d'une façon, puis là, l'autre moitié, tu as un nom de plus, puis je voulais juste... Fait que tu t'identifies... Tu sais, des fois, j'imaginais Jean-Sébastien Girard Michaud, mais c'est pas moi. Ouais, non, c'est ça. Puis le code permanent du ministère de l'Éducation, c'est encore cela dans les G, là. Je suis pas dans les B, je suis dans les G. Okay. Mais c'est pas banal un nom, tu sais. Non, c'est ça, puis c'est dur à choisir. C'est dur à choisir. Ah oui, quand tu vas avoir un enfant. Quand tu vas avoir un enfant. Puis Jean-Sébastien, t'es mon premier invité avec un nom composé. Ah! Qu'est-ce que métaphoriquement tu penses que ça représente le trait d'union dans ton nom? Oh mon Dieu! Tu fais le lien entre... Je fais le lien entre je sais pas trop quoi. Moi, j'aime pas les noms composés. Avoir eu des enfants, il n'y aurait pas eu de nom composé. Parce que souvent, c'est un peu patenté, souvent alambiqué, puis on veut être très originaux dans les noms composés. Qu'est-ce que ça dit sûrement rien. J'essayais tu as un trait d'union entre le passé et le présent. Non, je sais pas. Non, je penserais pas. Après, c'est pas moi qui l'ai choisi, évidemment, fait que je suis pas sûr que ça dise grand-chose de moi. Contrairement à ce que Marie-Louise Arsenault dirait, c'est pas une vraie question. C'est une vraie question, ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé la définition de ton prénom sur le très sérieux site prénom.com. Alors, que veut dire Jean-Sébastien? Côté Jean. Intelligent, l'esprit toujours en éveil, très actif, volontaire. Ils épuisent leur entourage qui s'essouffle à vouloir les suivre, obstinés, calmes, peu tolérants, car eux seuls détiennent la vérité et leur morale est exemplaire. Côté Sébastien, entreprenant, dynamique, brillant, beau parleur, ils sont de nature gaie. Ils changent facilement d'avis au fil des rencontres et leur morale est fluctuante en fonction de leurs intérêts. Ah, ça dit une chose de son contraire. Ouais, c'est intéressant. Ça. Es-tu un peu... as-tu une dualité dans ta personnalité? Si je croyais à l'astrologie, je dirais, moi, je serais une balance dans la vie, mais j'ai de la difficulté à faire certains choix. Oui, il y a de la dualité, mais je pense que j'ai comme les aspects positifs de ces noms-là sans les aspects négatifs. J'ai plein d'aspects négatifs, mais ils se retrouvent pas là. Puis lesquels dans les aspects positifs? Intelligent, allumé. Très actif. Ça, là. Ouais, je me souviens, j'étais dans ma voiture une fois avec un ami qui a pas connu mon père, et cet ami-là demande vraiment à ma mère, il dit, qu'est-ce que Jean-Sébastien a de toi et de son père? Elle s'en est même pas rendu compte, mais elle a juste nommé toutes mes qualités qui appartenaient à elle, puis tout ce qui avait de sombre et de moins beau chez moi, ça pendant. Elle fait comme, début chaud, il est sociable, il aime le monde, il aime rire, il y a de l'autodérision, il y a de l'ambition. Du côté Girard, évidemment, il est impatient, il a l'air bête, il peut être caractériel, il peut comme. Elle s'est même pas rendu compte de la boutade, là, mais ouais, c'est ça. Mais j'ai plein de choses. Oui, je peux être parfois très calme, mais je peux être parfois. Je peux être plein de choses en même temps. En fait, je me demande si je sais vraiment je suis qui. Parce que j'ai eu cette réflexion-là, à un moment donné, j'étais sur un plateau avec Geneviève Schmidt. Ouais. Puis j'avais jamais entendu quelqu'un me dire ça à ce point-là. Elle me dit, moi, je sais pas je suis qui. Je connais pas ma personnalité, tu sais. J'ai dit, voyons, tu connais un peu, là. Elle fait non. Puis là, c'était une émission qui tournait sur la visite. Est-ce qu'on aime ça avoir de la visite? Puis elle fait comme, je sais pas. Elle dit, peut-être que j'ai ça. Je sais pas si j'aime ça avoir de la visite, alors que moi, spontanément, je fais comme, moi, c'est une agression, là. Je dis, il y a jamais de visite, il y a pas de visite surprise. Puis, toutes les questions qu'on me posait, elle disait, je sais pas. Je sais pas si je suis une positive ou une négative. Elle savait rien d'elle, c'est bizarre, ça. Mais des fois, j'entends les gens en entrevue parler d'eux avec tellement de certitude, tellement de puis jeunes, puis moi, c'est comme ça, je vois ça, puis que des fois, non. Des fois, j'écoute des podcasts, puis il me semble que, je sais pas, ça évolue au fil du temps. C'est un manque d'introspection, selon toi, ou c'est juste parce que tu passes ton temps dans ton bain, qui suis-je? Non, je fais pas ça. Comment? T'as-tu fait Compostelle? Peut-être que tu faisais Compostelle. Non, mais je fais beaucoup d'entrevues, tu sais, puis oui, j'ai fait, tu sais, au début, je faisais beaucoup de podcasts où on te pose des questions, puis souvent, quand je sors là, je fais comme, c'est-tu vraiment moi? C'est pas que je bullshit, mais on dirait que des fois, il y a quelque chose que je saisis pas de... Je me demande... Après, c'est de la psychologie de base. Ce qu'on dit de soi souvent, c'est souvent ce qu'on aimerait être. C'est ça. Il y a de la projection. On pense qu'on est cette personne-là. Puis des fois, je fais comme, ok, tu sais, quand je parle de moi comme étant telle personne, est-ce que je le suis vraiment ou c'est la personne que j'aimerais être? Des fois, des fois, je parle de moi puis c'est pas moi. Jean-Sébastien, t'es né à Saint-Eustache? Oui. Mais, oui, en même temps,
Je peux pas nier. Tu peux pas nier. Je veux dire, les faits sont là. Puis, pourquoi Saint-Eustache, Rosemont? Parce que ta mère était à Oka cet après-midi-là? Non, pas du tout. C'est que le médecin obstétricien de ma mère était à plusieurs hôpitaux, dont celui de Saint-Eustache. Il était affilié à Saint-Eustache et comme ma mère a accouché beaucoup plus tard, moi j'étais dû le 2 juin, je pense que j'ai comme 3 semaines. Ah oui, t'étais bien? J'étais bien, moi j'avais pas, puis bon, tu sais, ça, si on va faire de la psychopop de base aussi, j'ai jamais voulu partir de chez nous, j'ai jamais, je sortais pas, je manifestais aucun besoin de sortir. Donc là, il y a eu un moment donné une césarienne, puis je faisais 10 livres et demi, puis le docteur Diana avec son sac à dos sur les épaules, c'est comme la ligne qu'on aime bien répéter dans la famille. Fait que Saint-Eustache, est-ce que c'est Saint-Eustache, donc... C'est une tâche à ton dossier? Ben oui, puis c'est écrit ça dans mon passeport, tu sais. Fait que j'ai rien contre Saint-Eustache, mais je connais pas cette ville, ça appartient pas à mon histoire. Puis en plus, quand je suis né, j'avais des problèmes pulmonaires, j'ai été transféré à Sainte-Justine, donc j'ai probablement littéralement passé 1 heure vivant à Saint-Eustache, et sur mon passeport, c'est écrit Saint-Eustache. Puis dans mon Wikipédia, mais là, c'est plus ça, il y a quelqu'un qui l'a changé, c'est pas moi, mais c'était écrit comme né à Saint-Eustache. Puis souvent, quand je vais en voyage, j'ai comme un côté un peu romantique. Je me dis, ce serait le fait si je pouvais mourir, tu sais, durant mon voyage. Mais pas, non, ben oui, ouais, Saint-Eustache. Voir Saint-Eustache et mourir. Non, mais j'aimerais ça mourir, je sais pas, moi. À Capri ou quelque chose. Ouais, mais justement, sur la côte amalfitaine, il y a, si j'étais mort, c'est comme né à Saint-Eustache, mort en Italie. Fait que des fois, je me dis... il y a une grande vie, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, parce que des fois, on pas dans une chambre des grands artistes ou des grands, c'est comme né dans telle province, machin, par exemple, ben, c'est mort à Paris, puis c'est devenu des grands artistes. Fait que je fais comme, j'aimerais ça que... Ben déjà, si je meurs à Montréal, il y aura déjà eu un step. Ouais, c'est mais, ça. Alain Monpetit est mort aux États-Unis. Ah non, c'est pas un bon exemple. Pour ceux qui savent, c'est une belle histoire, ben oui, c'est une belle... Mais c'est très bon, hein, il y a sur... il y a l'histoire, d'ailleurs. Oui, de Marie-Josée. De Marie-Josée, c'est fascinant, cette histoire-là. Sur Crave, je pense. Sur Crave, exactement. Triste histoire. Donc, Jean-Sébastien grandit à Rosemont, pas très loin d'ici. À quoi ressemble le Rosemont de Jean-Sébastien? Le Rosemont de ta tendre enfance que tu aimes? Dont j'aime beaucoup, c'est ma ville. C'est une ville pour moi. Puis toute ma vie, après, j'ai déménagé un petit peu. Puis quand je pour toi, le centre-ville, même la Plaza Saint-Hubert, c'était loin? Oui, c'était loin, parce que c'est quand j'ai commencé à prendre l'autobus seul pour faire des activités, le vendredi, ma mère me donnait 5$, puis j'allais passer 1 heure sur la plaza, puis je dépensais mon 5$, puis à l'époque, 5$, bon, je suis déjà rendu cette vieille personne qui fait vraiment dans le temps, je revenais avec des sacs, j'avais des sacs pour 5$, et c'était loin, la première fois que je me suis aventuré sur la plaza Saint-Hubert, puis tu sais, comme juste le concept de maintenant, Rosemont, la petite patrie, pour moi, c'est la petite patrie, c'est un autre monde, puis comme ma mère est encore comme ça, j'aime pas comme j'ai un ami Pierre là, qui habite dans la petite patrie puis qui fait comme c'est un Rosemont. Je suis comme t'es pas Rosemont toi, c'est Rosemont là, c'est entre le Derrick Wing de la 10e avenue puis d'Iberville puis entre Saint-Zotique puis Boulevard Rosemont. C'est ça Rosemont pour moi. Tout le reste, c'est un débordement. Et donc, ce Rosemont-là est pas du tout le Rosemont que les gens connaissent aujourd'hui. Un quartier, bon, assez riche, assez bourgeois. L'école Saint-Marc, c'est une école de riches. Moi, c'était une école de pauvres. C'était un quartier qui était ouvrier. Les gens travaillaient au Shop & Gus, qui est comme entre Hochelaga et Rosemont. Qui ça fait pas si longtemps. Il y a ça fait 20 ans cette semaine. J'ai vu ça, un article que tout ce qui est maintenant les Shop & Gus a 20 ans maintenant. Mais oui, donc c'était un quartier ouvrier et il y avait pas d'enfants. C'était un quartier à mon époque, tout le monde était rendu vieux. C'était un quartier qui s'était pas renouvelé, il y avait pas de famille vraiment. C'était pas assez abordable pour attirer les jeunes familles comme des quartiers en banlieue avec des noms d'oiseaux. À cause de ça, parce que c'était pas cher. Moi, ma mère a vendu ce duplex-là quand j'avais 20 ans. 3e avenue et Beaubien, qui doit valoir 1,1 million aujourd'hui. Elle l'a vendu 97 000 à l'époque. Et tout le monde, je me souviens, les gens disaient, quand même, c'est un bon prix. Elle avait eu un bon prix. Puis à l'époque, c'est ça, puis là, ma mère, aujourd'hui, des fois, elle se sent coupable. Je suis comme, mais comment tu pouvais savoir? C'était un quartier pauvre, on connaissait pas la bulle immobilière, on connaissait pas c'était pas le même rapport. À un moment donné, il y a un tuyau qui a pété, puis elle a fait comme, c'est trop de trouble, je vends la maison, tu sais, puis c'était comme ça à l'époque. Des vieilles maisons en plâtre, on faisait réparer ça. C'était vieux, tu sais, là, ça prenait, les maisons ont été rénovées depuis, ça prenait beaucoup d'argent, ce qu'on n'avait pas. La maison était à mon grand-père avant. Mon grand-père était pauvre, il travaillait comme, il faisait des commissions au complexe des jardins à la Sauvegarde, qui était l'assurance des jardins de l'époque, la Sauvegarde. Ma grand-mère était à la maison. Ils avaient un duplex, puis c'était pas du tout un signe de richesse. Ils avaient pas d'auto, ils faisaient jamais de voyage. Ils avaient un duplex. Pauvre, mais propriétaire. Ils étaient propriétaires, mais c'était tout à fait normal. Tout le monde était propriétaire. Puis les amis assez modestes de ma grand-mère, tout le monde avait un duplex dans Rosemont, mais duplex dans Rosemont, aujourd'hui, on l'associe à quelque chose, mais à l'époque,
C'est ça, c'est une casquette, t'as une casquette cielée. Exactement, tu là. taxi, c'est comme ma grand-mère était assise, ça sent qu'on est pauvre aujourd'hui, on se dit, rien, t'es-tu... mais... T'es assis sur une mine d'or, puis tu le sais pas. Ouais, puis donc c'était sur la rue... Donc, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Il y avait pas d'enfants qui jouaient dans la rue. J'avais comme une amie Karine, puis à l'école Saint-Marc, tu sais, souvent ils faisaient des classes combinées parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants. Deuxième et troisième année ensemble. Deuxième et troisième année, cinquième, sixième, il y avait comme les postes fermés parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants. Sur ma rue, tout le monde avait l'âge de mes grands-parents, c'était des gens de 70 ans partout, tu sais. Fait que fallait que j'aille loin pour avoir des amis, là. Alors aujourd'hui, c'est extrêmement familial, puis ça c'est... Puis est-ce que c'est ça qui explique que jeune, t'as pas été, disons, casanier, ou t'étais plus attiré vers les sports intérieurs ou les activités intérieures? Les sports intérieurs. Il y a sûrement un mélange de ça et d'être enfant unique. Et où ce qui concernait mon âge, je m'intéressais pas parce que je grandissais. Ma grand-mère habitait en haut, donc j'ai été élevé par ces deux femmes-là que j'ai toujours adorées. Fait que c'était leur univers à elles, leur émission à elles, leur musique à elles. C'était ça. Puis j'ai jamais eu ce moment où on fait comme, là, genre, je suis tanné, là. Je pense que ma grosse révolte, là, dans ma vie, là, ça a été d'aimer Céline Dion, tu sais, parce que ma mère n'aime pas Céline Dion. Fait que ça a été ma grosse... c'est surprenant. Surprenant quand même, hein. Fait que ça a pas été d'aller à l'auditorium de Verdun, là, voir des shows de métal. Ça a été, moi, je vais voir Céline Dion, Incognito, puis ma mère vient pour me faire plaisir, mais elle trouve qu'elle grimace puis qu'elle chante du nez. Ça a été ma rébellion. Tu sais, j'ai jamais une chanteuse que ma mère aime pas, mais... Fait que Monique André Michaud, la Julie Le Breton de son temps. Oui, exactement. Exactement. Elle reconnaît certains talents, elle reconnaît mes... et de celle qui fait comme Lara Fabian, chante tellement mieux. Puis j'ai su que jeune, t'avais peur du gazon, des mouches et de la vibration du jello. Ouais, c'est des peurs, mais j'ai encore peur des mouches. Les mouches, ça me rend violent. Mais t'aimes pas la visite, fait que t'aimes pas que ça rentre chez vous. Mais peux-tu croire que c'est ça que je pense pour vrai? Elle m'insulte, la mouche, mais t'as quel droit, tu sais, elle se pose partout. Je sais comme... pour voir une mouche dérange mon intérieur qui m'appartient. Je sais comme, mais comment ça t'es rentré chez nous? Toi, t'as pas été invité. Puis il y a comme un sentiment j'ai une grande violence, puis je chaque après la mouche en courant partout. Puis la mouche, il y a quelque chose qui... après le jello, j'avais peur, puis sûrement qu'aujourd'hui, ma mère ferait des Instagram là-dessus, parce qu'elle faisait bouger le pot de jello, je me mettais à pleurer. C'est comme... mais genre, t'avais quoi, 1 an et demi ou genre 7 ans? Ah non, plus 1 an et demi, je pense. OK. Oui, quand même. Puis le gazon, tu sais, elle mettait une serviette sur le gazon. J'étais correct sur la serviette, mais là, si je commençais à avancer puis que je touchais du gazon, je n'ai fou. Tu trippais pas. Aujourd'hui, ça se gère, là. C'est ça, c'est anxiolytique, puis c'est ça! Non. Mais, Jean-Sébastien, évidemment, à travers tes chroniques dans la soirée, même dans ton spectacle Un garçon pas comme les autres, on explore la genèse du Jean-Sébastien qu'on connaît, si on peut parler des bottes blanches, la permanente et tout. Comment le jeune Jean-Sébastien vit sa différence à Rosemont dans les années 80? Est-ce qu'il sait qu'il est différent, mais est-ce qu'il la vit bien? Est-ce qu'il s'assume? Ou c'est une bonne question. Je disais tantôt des fois qu'on dirait que je le sais pas. Je fais comme, est-ce que j'ai une enfance est-ce que ça a été si difficile que ça ou pas? Je dirais que c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que, bon, j'avais beaucoup d'amour, j'avais les quelques amis que j'avais, tout ça. Fait que mais oui, mais en fait, c'est ça. La différence, c'est le primaire et le secondaire, parce que ma mère était professeure à l'école où moi j'allais. Donc, j'avais une immunité, tu sais, j'étais pas intimidé à l'école parce que j'étais le fils de Dominique Michaud. Ouais. Et je me souviens, à un moment donné, j'étais dans un cours de confessionnal. T'as quel âge, toi? 36. 36, OK. T'as pas connu les cours de confessionnal. Donc, nous, tu sais, les rites, ils étaient préparés à l'école, la première communion. Mais ça, oui, ça, j'ai fait ça. Nous, l'école était à côté de l'église. Ah ouais, pendant notre cours de catéchèse, on allait, quand on était dans le processus de la confirmation, de la première communion, du sacrement du pardon, ça s'inscrivait dans notre cours, c'est ça. C'est comme nous, j'étais à la fin de ça. Avant que ça devienne... On chantait le Notre Père, deuxième année. Quand même! Ouais. Nous, on pratiquait la première communion avec des paparmanes roses. On faisait le corps du Christ pour se préparer quand on va recevoir... Que ce soit la bonne main. Oui, tu vois, je l'ai fait puis je me suis dit c'était pas ça. C'est ça, je m'en souviens même plus. C'est ça. Je pense que tu reçois avec ta gauche la main de ton cœur. Ben, c'est ça. Je pense que c'est ça. Parce qu'en faisant, j'ai fait ça. Puis là, t'en as des dégueulasses qui faisaient ça. Les vieux faisaient ça, ouais. Je voyais les vieux, mais pourquoi vous faites ça? On n'avait pas appris ça comme ça. Puis c'est comme, putain, je me suis rendu compte de les vieux, ils disaient, parce que je pense que tu pouvais pas toucher toi-même au corps du Christ. Puis il y avait même aussi à l'époque, il y avait le curé qui sert l'hostie et t'avais un servant de messe avec une espèce de cuillère qui venait en dessous
Pour pas que ça tombe? Pour pas que ça tombe ou pas que la bave de la langue coule. Oui. Comme une petite cuillère. Mais la langue, je pense que ça vient à ça. On vient de perdre tout le monde. Hein? Mais je pense que c'est Vatican I. Tu sais, Vatican I, là, après Vatican II, bon, qui est comme allez voir dans Google, là, une réforme où on rend la religion plus près du peuple. Donc là, il y a on ouvre premièrement la petite barrière qui sépare le curé du communiant, il est là. Et je pense que c'est là que ça arrive qu'on peut toucher à l'hostie, tu sais, parce que là, c'était comme, on le mettait sur la langue parce que tu peux pas toucher à Jésus. Là, on touche pas à Jésus. Alain Crevier arrive, justement. Mais donc, mon cours de confessionnal. De confessionnal, il y a un nouveau qui arrive à l'école. Il essaie de m'intimider. On est dans les bancs d'église. Puis là, il décide de me donner des coups de pied en arrière. Et là, j'ai les jumelles Mars, qui étaient mes amies, Natacha et Nathalie Mars. Et là, il y en a une qui se retourne, puis qui fait comme, je veux juste te dire que lui, c'est le fils de Monique Michaud. Donc, j'ai compris le pouvoir de ça. Là, il a complètement arrêté de me niaiser, puisqu'il allait se faire chicaner lui-même. Donc, elle allait être privée d'hostie. J'allais être privé d'hostie. Lui, il allait être privé d'hostie. Oui. Alors que quand je suis arrivé au secondaire, ça avait aucune valeur d'être le fils de Monique Michaud. Là, il y a eu plus. Oui, c'est parce que comme un mélange, oui, j'étais comme différent, tu sais, je faisais des choses un peu différentes, mais en fait, c'est un paradoxe dans l'adolescence. Si tu veux être comme tout le monde, tu vas appartenir à un groupe, tu vas appartenir à la gang, mais en même temps... Tu veux exister, tu veux être toi-même. C'est ça, fait que t'as une dualité, tu sais, mais j'appartenais pas à un groupe, j'appartenais à des filles un peu rejet, un petit peu... en embonpoint, ça se dit, je peux dire ça. Ouais, c'était comme... Mais t'avais des amis, t'étais pas un loup solitaire, non, prêt à se radicaliser. Non, mais non, c'est ça, j'étais pas... tu sais, quand je parle d'intimidation, ça a pas été au cœur de mon adolescence. C'était pas comme, je pourrais faire me suicider, là, c'était pas... Est-ce qu'on s'en prenait à toi physiquement ou c'était plus des insultes? Plus des insultes. Okay. Ouais. La chose la plus violente qui m'est arrivée, c'est quelqu'un qui, pendant que je suis en train d'écrire, a donné un coup de pied sur un pied de ma chaise, puis là, je suis comme revolé. Ça, j'ai trouvé ça tellement humiliant, parce que là, on s'en prenait à moi physiquement. Mais non, pas physiquement. Puis, non, j'avais ma gang à moi, puis j'ai commencé à faire du théâtre à la fin du secondaire, Une révélation, c'était une révélation. Oui, mais au-delà de la révélation artistique de vouloir faire ça, c'est de se retrouver avec des gens qui te font pas chier, parce qu'on tripe à faire la même affaire. Puis là, je suis comme, c'est juste cool, puis si je vais essayer tel costume, tu vas me traiter de nom. C'est comme plus l'idée de... En fait, c'est ça, c'est de trouver la gang. Ouais, c'est ça. Puis ce désir-là que tu as déjà mentionné à plusieurs reprises, de vouloir être connu quand tu étais jeune, ce que tu voulais, c'était pas être chanteur, tu voulais être connu. Ouais. Puis ça vient d'où? Est-ce que tu as déjà intellectualisé la patente? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça vient d'où ça? Est-ce que c'est parce que tu as une carence quelconque? Ou est-ce que... Mais ça peut être ça. Ou parce que tu voyais des chanteurs et des trucs puis ça t'intéressait? Je pense que probablement un mélange des deux. Tu sais, ma mère chantait, voulait être chanteuse, donc elle faisait des concours, je la suivais, donc j'ai quand même grandi par procuration. J'avais comme ce rêve-là, je trouvais ça formidable, le monde qui l'entourait, les concours qu'elle gagnait, puis il y avait comme un aspect du show business que je trouvais intéressant. T'as grandi sur les plateaux? Non, mais t'as quand même vu... Oui, sur des... tu sais, j'ai pas grandi dans... Non, mais t'as vu c'est quoi un peu faire des spectacles, en fait, en coulisses. Je voyais, puis comme ma mère voulait, puis comme elle tripait, puis il y avait le fait que, j'en regardais beaucoup, puis après... oui, je peux faire un peu de psychologie en disant que c'était un désir d'être validé, en fait, tu sais, c'est après, tu sais, mon père, blablabla, tu sais, mon père était pas présent, mon père était pas derrière ce que je faisais, je suis rendu en entrevue, tu sais, pour mon père, j'étais pas l'enfant qui aurait voulu avoir, je suis convaincu, tout ça, fait que je pense que... T'as pas eu le père que t'avais besoin? Non, je pense qu'on s'est pas rencontrés. C'était un mauvais match, lui et moi, ça arrive. Et puis... Est-ce que c'est un deuil dans ta vie? Est-ce que c'est un regret ou... c'est un regret relativement récent. Parce que tu l'as pas... C'est-à-dire, tu peux pas regretter quelque chose que t'as jamais eu. Je suis pas d'accord. Je sais pas. Non, je pense qu'on peut regretter des choses qu'on n'a pas eues. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont pas eu d'enfants, par exemple, puis pour qui c'est un drame, même s'ils savent pas exactement c'est quoi être parent. Mais longtemps, je me suis dit, ça a eu aucun impact sur moi. Mes parents sont divorcés, j'avais 7 ans, puis j'avais tout le temps cette phrase, ma mère a joué les deux rôles, tu sais. Alors ça a aucun bon sens. Ça prend deux figures d'attachement. Que ce soit une mère, une grand-mère, un père, c'est deux figures d'attachement pour un enfant. Exactement. Donc, le fameux jouer deux rôles, non, elle a été une mère extraordinaire, très présente, mais elle a pas joué deux rôles, elle a pas incarné deux êtres humains, justement. Pour moi, personne peut faire ça, tu sais. Mais j'ai longtemps pensé ça, puis en vieillissant, je fais comme, oui, il y a quand même un manque, il y a quand même
ce désir, c'est parce que quand même faire ce métier-là, vouloir être reconnu, il y a quelque chose. Je vois souvent l'analogie de l'enfant, tu sais, qui fait un dessin. Regardez mon dessin, mais donc j'ai quasiment 50 ans, mais je fais encore ça, tu sais, quand je fais une émission, puis je demande à mes amis, je fais l'émission de France Baudouin vendredi, vous l'écouterez, puis quand si mes amis l'écoutent pas, je suis fâché, mais je suis encore un enfant qui veut montrer son dessin parce que j'ai eu une entrevue le fun avec France Baudouin, puis que c'est ça, tu sais, je veux montrer mes affaires, j'ai encore besoin qu'on me dise c'était bon ça, ou t'étais drôle, ou t'étais moins qu'avant, mais Puis as-tu trouvé ton père, ou tu sais, c'est-à-dire une figure paternelle de ton après parce que ton père est décédé quand tu étais quand même jeune, ou tu n'avais pas nécessairement de relation avec lui, mais après tu as peut-être retrouvé, ou il y en a des figures parentales de substitution. Oui. Là, ma mère a été remariée. Ma mère, elle a eu 2 chums après quand même assez longtemps, 15 ans, 12 ans. Et c'est des gens que j'essaie de me dire, est-ce qu'il y a encore de la famille, tous les gens sont morts autour d'eux, des hommes que j'ai pas aimés, pas du tout. En fait, je me suis beaucoup construit contre eux, en révolte contre. Je les détestais, en fait. Donc, c'était les figures qui auraient pu être des figures paternelles. Ah oui. Ça doit être difficile quand même. Ah oui, ça doit être, oui. Puis pour le chum aussi, puis t'es comme tout le temps dans une dualité. Puis ma mère, tu sais, des fois, je m'engueule avec ses chums. Elle disait, je suis tout le temps pris entre les deux, puis c'est pas super. Tu sais, mais moi, j'ai pas eu de... C'est une autre époque pour plein de raisons aussi. Je pense qu'on divorce mieux aujourd'hui. En tout cas, pas tout le monde, mais il y a comme quelque chose de... Tu sais, moi, quand je vois des parents ensemble qui fêtent Noël, je suis comme, ah mon Dieu, c'est bien moderne. Tu sais, moi, j'étais habitué que mes parents se sont jamais reparlés. Entre le divorce quand j'avais 7 ans et la mort de mon père, ils se sont jamais adressé la parole, tu sais. La pension alimentaire, ces affaires-là, ça se gérait par avocat, ça se gérait... Wow, quand même. Fait que... Mais non, j'ai jamais retrouvé, donc c'est... ma figure, ça a tout le temps été ma mère, tu sais. Puis t'as dit, justement, tu parlais de l'entrevue avec France Baudouin, tu parlais que Tremblay, Michel Tremblay t'a élevé pratiquement. Ouais. C'est peut-être lui, là, ta figure. C'est peut-être lui, ou sa littérature, mais en quoi, quand tu dis ça m'a élevé, qu'est-ce que ça t'a apporté au moment où tu l'as lu, au moment où tu l'as lu? Ça m'a normalisé. En fait, ça m'a normalisé. Des mots sur ce que tu Il y avait plein de mots, il y avait plein de désirs, il y avait plein de façons de penser, des joies, des détresses, des excès, des intérêts, tout était là. Et comme Michel Tremblay, c'est quelqu'un de respectable, que tout le monde aime, je connais personne, en tout cas dans ma famille, personne, je disais comme, OK, si quelqu'un d'extraordinaire, c'est une icône, je peux me reconnaître dans une icône, mais c'est formidable, tu sais. Donc, ça m'a sauvé un peu. Puis surtout, on disait que je découvrais son œuvre du pur hasard, là. En même temps, je découvrais le livre à 20 ans sur sa vingtaine, sur ses... Fait que les bons rendez-vous. Les bons, exactement. Les livres de Tremblay qui tombaient dans mes mains arrivaient toujours au bon moment. Mais parfois, il venait de les écrire. Parfois, c'était un livre qui avait 20 ans. Mais ça arrivait tout le temps au bon moment. Puis je me souviens précisément de certains... Je me souviens du moment, je me souviens du décor de ma chambre, de telle chambre, parce que le livre que je suis en train de lire, sinon je n'ai pas d'autres anecdotes pour me souvenir de la chambre, là. Mais je me souviens du couvre-lit de quand j'ai découvert La Nuit des Princes Charmants. Ça, je me souviens du couvre-lit, je me souviens de la couleur, je fais comme, mais voyons, il se passe quelque chose, là. J'étais bouleversé vraiment, là. Ça, c'est le gars qui veut perdre sa virginité Exactement. dans une nuit. Okay, il fait comme, j'ai quasiment 20 ans, il faut que je perde ma virginité maintenant. C'est un grand amateur de théâtre, d'opéra, il va au Royal Majesties. Et là, c'est initiatique, ça dure pendant... Ça te ressemble un peu? Ben, c'était moi. Tu sais, c'était vraiment moi. Il habite avec sa mère, ils sont dans une relation un peu fusionnelle, il capote sur sa mère, une femme qui a le sens de l'excès, puis du récit, puis un personnage que j'aime beaucoup. Et donc, cette nuit-là, il fait comme je perds ma virginité. Et là, comme pendant toute la nuit, il va hésiter, il tombe en amour 2 fois avec un roux, puis avec un pas roux, un danseur dans une pièce, dans un ballet, je pense, au Her Majesties. Puis le roux, c'est un chansonnier avec l'époque des chansonniers avec des filets au col roulé. Oui, exactement. Donc là, toute la nuit, il va hésiter entre deux, puis ça finit avec, il fait comme une espèce de coming out très subtil, il est dans le bain, sa mère a dit, je sais pas ce que t'as fait cette nuit, je m'en doute un peu, mais sache que peu importe ce que t'as fait, je vais tout le temps t'aimer pareil. Puis lui, il répond pas, puis c'est magnifique, là. C'est vraiment très, très beau. Et c'est ça, c'était le livre qui m'a fait faire la paix avec plein de choses.
Puis Tremblay, tu dis Tremblay m'a sauvé. Est-ce que le théâtre aussi t'a sauvé à une certaine... Non, je dirais pas ça. Ou ça t'a trouvé, ça t'a fait un chemin ou ça t'a permis de déterminer parce que tu es allé étudier en théâtre? Spectateur. Je pense que ce qui m'a plus sauvé, tu sais, l'art qui sauve, là, ou l'art, c'est plus l'art que j'ai consommé que celui que j'ai fait. Parce que, tu sais, je l'ai souvent dit, j'étudie en théâtre, je suis pas un comédien, j'étais pas bon. Donc, j'avais pas de valorisation là-dedans, parce qu'on me le disait que j'étais pas bon, fait que j'avais pas de plaisir, fait que j'étais paresseux, je l'ai pu répéter, puis comme, tu sais, je me souviens vraiment d'un moment, à la fin, j'avais une amie Constance que j'aime beaucoup. Le cours commençait à 2h, tu sais, puis là, je me disais, hey, ça me tente pas aujourd'hui de répéter, je serais pas bon, je me souviens pas de mon texte. Mais tu te sentais pas bon ou tu t'es tellement fait dire que t'étais pas bon que... Non, mais je me sentais bon, jusqu'à, c'est ça, on me l'a dit plein de fois. Ouais. Puis la première fois, c'est Manon Lucier, une professeure qui me l'a dit. Et elle me dit dans l'évaluation, si ton talent, tes aptitudes sont la façon dont tu joues, si c'est circonstanciel à mon cours, OK. Si c'est généralisé, je reverrai... Bon choix de carrière. Fait que là, ça m'a comme démoli un tout petit peu, mais évidemment, qu'est-ce qu'on se dit? Elle connaît rien. C'est comme, elle sait pas. Gérard Depardieu s'est fait dire qu'il était pas bon. Ben exactement. Dans toutes les biographies, tu trouves Walt Disney s'est fait refuser des prêts à la banque. Ben exactement. Fait que, elle, moi, ça sera ça. Ça sera ma Manon Lucier qui va me dire, t'es pas bon. Puis après ça, t'en as un deuxième, puis un troisième. Puis là, même mes amis, si je me souviens, justement, cette constance-là, même, toi, tu penses que tu vas jouer vraiment un rôle important? Puis je suis comme, ben oui, pourquoi pas? Ça fait comme, ben, je sais pas, je pense pas que... Puis là, je suis allé voir Pascal, un de mes proches, je suis comme, Pascal, Constance, ça me dit que j'aurais jamais de rôle. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Puis il fait comment, écoute-la pas. Ben, je veux dire, Pascal, il avait juste fait des annonces de shampoing dans sa vie, puis moi, j'ai même pas fait d'annonces de shampoing. Mais bref, j'ai pas trop tard. Pas trop tard. Je serais avant que j'en ai plus. Mais oui, fait qu'on vous avez le cheveu mince, essayez le nouveau shampoing. Ouais, mais là, on a commencé à mettre une petite poudre noire dans le fond de ma tête. Ça m'a insulté. Ben, ça fait une belle job. Je sais, mais ça, c'est tout ce qui me reste, mes cheveux. C'est ça. Ben, écoute, tu parles en Turquie, hein, puis... Ils font des greffes? Oui, c'est pas cher. Pas toujours heureux, hein. J'ai une connaissance Facebook qui vient de se faire une greffe. Il était mieux chauve, là. Ben, ça dépend où est-ce que tu le fais, mais en Turquie, paraît-il que tu peux avoir quelque chose de bien pour une fraction du prix. Mais faut pas que ça paraisse. Faut pas que tu sois... Tu sais, t'as le gros bang, puis là, tu reviens après ça... La grosse comme ça, d'abord, il y a personne à notre âge qui a comme une ligne en plein milieu du front qui t'identifie chacun des cheveux, là. C'est ça. Des cheveux, c'est un ensemble, là. Mais c'est ça. Si jamais dans l'extra, je vous donnerai une liste. On va mettre comme les gens du showbiz qui ont une greffe de cheveux, donc vous tout est pas. Ouais. Non, mais là, ça va, puis à l'âge que j'ai, je pense que si j'avais 22 ans, ça serait un signe que je vais tout perdre, mais c'est assez rare que... Mais c'est quand même intéressant, cette notion-là de premier rôle. Tu feras pas un premier rôle au théâtre. Est-ce que tu penses que ça se reflète aussi dans ta vie, dans ta carrière? C'est-à-dire que, tu sais, à la soirée, t'es encore jeune, t'étais un bon deuxième, t'étais un bon faire-valoir. Est-ce que tu aspires quand même à être au devant et être le premier rôle, jouer le premier rôle de ma propre vie, mais tu sais, c'est-à-dire que t'es devant, évidemment. Un garçon porte les autres, c'est pas comme les autres, c'est toi. J.S. Tendresse, c'est toi. Est-ce que tu sens que tu atteins ce premier rôle-là? Je pense que la soirée, évidemment, a changé ma vie à tous les niveaux et a comme insufflé l'ambition, un minimum d'ambition que j'avais pu, qui existe maintenant, tu sais. Mais ça reste fragile. Des fois, quand je sens qu'il y a quelque chose qui marche pas ou qu'on me refuse dans quelque chose, c'est sûr que là, je redeviens le comédien pas bon à qui on dit que je suis pas bon. Je suis comme, ok, t'as juste été prétendant. T'as eu de la chance pendant 10 ans, on va te ramener. T'es pas comme comédien, t'es comme humoriste ou animateur, mais c'est que c'est accidentel. Fait que ça reste tout le temps fragile, tu sais. On va revenir à la soirée, mais là, je veux qu'on finisse la parenthèse comédien. Le rôle du patriote qui vomit. Oui. J'aimerais ça savoir comment ça s'est présenté dans Quand je serai parti, vous vivrez encore de Michel Brault. Avec Francis Redé. Francis Redé, qui a le premier rôle, Emmanuel Bilodeau aussi, puis David Boutin qui fait de David Boutin, exactement, que j'ai vu hier dans Stat, qui fait un humoriste d'ailleurs, qui a tué quelqu'un d'autre. C'est pas Jojo. Mais c'est pas de ça dont on parle. On parle du patriote qui vomit. Le patriote qui vomit, voilà. Il voulait avoir des figurants. 2 frames, hein? Tu fais 2 frames que j'ai isolés puis que j'ai déjà envoyé pour la journée des patriotes. Oui, absolument. Donc je vomis.
En fait, ça devait être une figuration très simple parce que c'est les patriotes, les Anglais. Fait que c'est vraiment des masses de jeunes garçons de 20 ans, tu sais, qui arrivent, les Anglais qui ont des fusils puis un équipement extraordinaire, les patriotes qui ont des pelles rouillées, puis fait qu'ils veulent des jeunes garçons de 20 ans, fait qu'ils vont dans les écoles de théâtre, même à l'UQAM. Donc, je me souviens, je suis en train de manger un sandwich ce midi, puis il y a comme vraiment une pancarte. Si vous voulez être figurant dans un film de Michel Brault, allez là. Puis je suis comme, mais voyons, c'est comme le rêve de ma vie. Puis c'était très simple parce que je cherchais beaucoup de gens. Fait que c'était, j'ai rempli un formulaire, c'était comme on va t'appeler pour les jours de tournage. Tu sais, je veux dire, C'était-tu ton vrai vomi parce que t'étais nerveux d'être devant les caméras ou c'était un faux vomi? Non, mais ça, je devais pas faire ça parce que là je voyais déjà, tu sais, j'avais la prétention de la jeunesse. Je suis pas sûr que je savais encore que ça allait pas être ça. Je me voyais déjà. Exactement. En haut de l'affiche. Exactement. 10 fois plus gros que n'importe qui. Ah mon Dieu, ouais. Mais maintenant, quand je vois mon affiche, je pense à cette chanson-là. C'est un peu, j'ai comme, quand même en haut de l'affiche. Là. Bref. Fait que là, et là, Michel Brault, il y a comme sur le plateau, fait qu'on tout le monde est collé, on est 100 figurants. Et là, il dit, hey, j'aurais comme une action à faire à l'un d'entre vous. Y a-t-il quelqu'un qui est intéressé à vomir? Fait qu'il vient, je fais comme, ouais, Monsieur Brault, je voulais Je t'ai habitué! J'ai des troubles alimentaires! Donc, et là, j'ai vécu le rêve pendant j'en parle dans mon spectacle parce que c'est un peu risible, parce que j'arrêtais pas de parler à tout le monde de mon rôle, mais c'est vraiment un clin d'œil. Sur le plateau ou à tes amis que tu joues? Ah non, pas sur le plateau. Sur le plateau, non. Hey, on joue à la ensemble. cafétéria, puis je vais voir m'asseoir avec Francis Redé, tu sais, puis ça, je trouvais ça violent, tu sais, comme je regardais la terre avec Francis Redé, puis moi, j'étais avec des... C'est très hiérarchique, en de tournage. C'est vraiment, c'est très hiérarchique. On te le faisait sentir que, puis c'est pas le même buffet, tu sais, Francis Redé. Alors qu'aujourd'hui, si j'étais sur un plateau, je voudrais bien manger mieux que... Mais, bref, donc, ça a été quand même assez long, puis non, c'était pas mon vomi, c'était germe de blé, gruyot, raisin sec, yogourt au pêche, tout ça mélangé. Puis là, il fallait que je le vomisse, puis on a fini, il faisait chaud. Puis comme on avait laissé mon vomi, puis quand je suis revenu, ça avait fait un biscuit après le dîner, parce que ça avait comme tout séché. Puis j'étais tellement... j'ai tellement... je racontais aux gens que je jouais, tu sais, puis j'ai comme vraiment hijacké ce qui était la... Moussé et tout, ouais. Ben ouais, puis là, je me disais, le film va sortir dans 2 ans, les gens vont avoir oublié ça, mais là, c'était comme... Tu sais, je pense que je m'étais fait un sous-texte, puis le personnage qui vivait vivre... Je pense que je racontais aux gens autour de moi ce que vivait mon personnage, mais qui était juste dans ma tête, tu sais. Puis, ah non. Puis, à un moment donné, au début de la vingtaine, je me suis mis à écrire, je sais pas écrire, une autre affaire que je sais pas faire, mais tu sais, je lisais des livres de Maxime Olivier Moutier, que je trouvais extraordinaire, il y avait une violence du gars puis je me souviens d'avoir écrit à un moment donné, il va falloir qu'il se passe de quoi dans ma vie. J'espère que je resterai pas ce gars qui aura juste vomi dans un film de Michel Brault. C'était comme... c'est ça. Ça, c'est le moment où je me suis rendu compte que c'était pas suffisant dans une vie avoir vomi dans un film de Michel Brault. Puis la recherche à Radio-Canada, est-ce que ça arrive à peu près dans le même temps? T'as-tu vu une annonce dans le Babillard? Nous cherchons des comédiens ratés pour devenir critique culturelle à Radio-Canada? Pas du tout. Je fais de l'animation dans des écoles pour enfants. Puis là, j'ai une image très précise que je trouve très cinématographique. J'ai le rhume, j'ai un chapeau de chevalier médiéval en styromousse. Puis là, j'ai une épée en styromousse. Puis là, je suis en train de faire un bricolage avec des enfants de Drummondville. Puis... Toi qui aimes les enfants? Mais j'aime les bébés, j'aime les jeunes enfants, mais les enfants j'aime pas ça tant que ça. Tu sais, je pense que j'aurais aimé avoir des enfants pour avoir un bébé puis avoir un jeune adulte après. Entre les deux, je l'aurais mis... un peu comme Jésus. Exactement. On ne sait pas l'enfance de Jésus. Il est passé de la crèche à la croix, lui. C'est ça, ouais. Ouais, j'aurais aimé avoir un bébé puis un fils de 33 ans. Donc... Radio-Canada. Non, l'Animagique, ça s'appelait. Ah oui. Bien correct comme compagnie, mais moi, là, je suis penché, et là, j'ai comme des enfants qui me montent sur le dos, qui crient, puis commencent à me donner des coups à la tête. « Hey, chevalier, chevalier! » Et là, comme j'ai le rhume, je sens comme toute ma morve qui coule dans le chapeau, puis je peux pas rien faire. Puis là, je lève ma tête, puis il commence à faire noir. Parce que, genre, dans le chapeau? Il fait noir. Dans le chapeau. Puis là, je lève ma tête. Non, il fait noir dehors, parce que c'est comme l'hiver. Ouais. Puis on reste là longtemps. Puis là, je vois comme mon reflet, je me vois avec mon chapeau de chevalier médiéval qui mord avec des enfants qui me donnent des coups à la tête. Je fais comme, ça peut pas être ça ma vie. Tu sais, j'ai quand même fait un bac en théâtre, mais quand même, j'ai 10 000 pièces de dette. Ça peut pas être ça ma vie. J'ai pensé que j'allais être Gérard Philippe, puis je suis ça sera pas possible. Tu sais, donc là, je me suis assis, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire, tu sais? J'ai écouté une émission qui s'appelait Jamais sans mon livre, animée par Marie-Louise Arsenault, donc qui est pour moi la meilleure animatrice au monde. C'était mon idole il y a 25 ans à cette émission-là. Puis il y avait un concours, à un moment donné, gagner un dictionnaire. C'est vrai, j'ai comme oublié ça, j'avais jamais raconté ça, un dictionnaire
un Robert ou un Larouche, je sais pas trop. Il fallait nommer les 10 livres qu'on aimait. Je faisais rien, je travaillais 3 jours par semaine, même pas. Fait que j'avais pris une journée complète à remplir des petits formulaires pour aller porter ça directement à Radio-Canada. Je voulais gagner le dictionnaire, je l'ai même pas gagné. Puis, à un moment donné, je vois l'émission, puis là, je vois dans le générique des recherchistes, puis là, je sais même pas c'est quoi vraiment être recherchiste. Je me dis, ça doit être une émission radio, tu vois, c'est une télé, OK. Puis là, tu vois dans le générique recherchistes. Recherchistes sont beaucoup, tu sais, comme une chef recherchiste, sont 3. J'étais comme, hey, j'aimerais ça travailler jamais sans mon livre. Moi, j'aimerais ça, je sais pas trop ce que c'est, je lis-tu les livres, j'appelle-tu les invités, je sais pas ce que c'est, mais j'appelle la productrice, Monique Gignac, qui travaille avec Christiane Charette, j'aimerais ça vous rencontrer. Je suis allé prendre un café avec elle à la cafétéria de Radio-Canada. On a vraiment bandé, c'est le fun. Je fais comme, pour vrai, je sais pas trop c'est quoi être recherchiste. J'adore le milieu. Je pensais être fait pour être devant, mais c'est pour être derrière. Je pense que j'ai une culture de littéraire, j'ai tout ça qui peut servir peut-être derrière, parce que je suis quelqu'un de l'ombre finalement, blablabla. Puis elle fait comme, j'ai besoin de personne, mais je te jure que je vais te rappeler. Elle m'a vraiment rappelé parce que comme quelques semaines après, elle construisait un show, un magazine culturel avec Yves Desgagnés qui a pas fonctionné, mais je suis devenu recherchiste là-dessus. Je suis rentré en 2000 à Radio-Canada puis je suis jamais ressorti. Puis j'ai adoré, ça a été une révélation, j'ai adoré, j'ai été quasiment 15 ans recherchiste. J'ai aimé chacune de mes journées à être recherchiste à Radio-Canada. Puis qu'est-ce que tu aimais de cette job-là? Tu sentais pas que c'était une salle d'attente, peut-être? Ah non, pas du tout. Non, parce que moi, j'avais vraiment fait ton deuil. Mais pour vrai, tu sais, ça avait tellement été laborieux, le théâtre, pour moi. Puis tu sais, j'avais tellement pas eu de plaisir que là, je me disais, c'est quand même cool d'être derrière, tu sais. Puis je rêvais pas. Ah, puis les animateurs pour qui je travaillais, je les enviais pas, pour vrai. Je me disais, ah mon Dieu, c'est quand même... Je pourrais les poser, ces questions-là. Moi, non, j'avais pas ça. Non. Pas du tout, mais vraiment très sincèrement, là. Puis je me disais, tu sais, c'est quand même, il porte flanc à la critique, c'est beaucoup de responsabilités. Puis des fois, moi, je faisais des pré-entrevues, puis tu sais, l'entrevue que tu fais pour préparer, puis des fois, à un moment donné, je savais pas demander, là. Non, mais pour le public. Pour le public, c'est ça. Nous, en tant que recherchistes, on sait c'est quoi. Mais tu sais, des fois, ça m'arrivait au début, tu sais, puis là, je me disais, je sais plus quoi leur demander, puis là, je faisais sur pause, je les mettais en attente. Puis là, je me disais, bon, qu'est-ce que... Puis là, je me disais, je pourrais jamais être animateur. Imagine, je suis en train de faire une entrevue, puis je fais comme, ah mon Dieu, je sais plus quoi te demander. Sinon, voulez-vous ajouter quelque chose? Ouais, c'est ça. Donc, j'étais sûr que j'allais pas avoir ce qu'il faut pour ça. Et j'aimais ça. Et justement, c'est comme, parce que ça allait pas bien, parce que j'étais comme 2-3 ans en animation, soudainement, j'aimais ça avoir un bureau. Tu sais, j'aimais ça... tu sais, aujourd'hui, c'est tout des productions privées, mais à l'époque, un emploi de Radio-Canada, j'étais comme... engagé à l'année, j'avais mon bureau, mon fax, j'avais des collègues, j'amenais mon café. J'ai eu une période de ma vie où je trouvais ça formidable. T'étais fonctionnaire. J'étais fonctionnaire et j'aimais ça. Parce que j'étais comme traumatisé par l'aspect, je fais comme, non, c'est pas cette vie-là que je veux, un peu de croche, puis comme, aller passer une audition là, puis aller faire le chevalier médiéval. Là, j'étais quelqu'un, tu sais, j'avais mon petit lunch dans le frigidaire, puis j'ai adoré ça pendant des années. Vie de bureau le vendredi, nous allons vraiment, j'aimais ça. Des fois, ça me manque. Des fois, quand je suis un peu fatigué, je trouve ça exigeant, quand je préparais le one-man show, puis je faisais comme, OK, on va faire rentrer là, je fais comme, j'aimerais ça. Des fois, j'ai un ami fonctionnaire, là, qui a vraiment l'horaire de fonctionnaire, tu sais, il y a comme, en avant-midi cette semaine, c'était une formation sur la non-binarité. Puis le lendemain, il y avait une formation sur les nouveaux électroménagers. Il y a comme des formations payées sur comment travailler. Mais on dirait que jamais le travail pour moi. Il y a comme tout le temps des fois, je dis, mon Dieu, je serais bien de faire ça. Je serais bien. Mais il n'est pas trop tard. Je serais bien 2 jours. Là. Après ta tournée. Mais j'aimais ça. Donc, oui, être recherchiste. Puis je me disais... c'est ça que je fais, je suis le recherchiste qui a vu 1000 pièces, qui a lu bien les affaires, je suis capable d'aiguiller un animateur. Et même, tu sais, comme au début de la soirée est encore jeune, quand j'étais au téléphone, j'étais le recherchiste de la soirée est encore jeune, j'étais le recherchiste de Jean-Philippe. Et quand je scénarisais quelque chose, puis que j'ai commencé à faire des blagues, puis quand les gens riaient, j'ai jamais eu, aujourd'hui je pourrais plus le faire probablement, tu sais, j'aurais plus l'humilité de le faire, mais quand je le faisais au début, puis que Jean-Philippe disait une ligne qui était la mienne, puis que les gens riaient ou faisaient une clap, j'étais juste parfaitement heureux là-dedans. Je me disais, cette ligne-là est bonne, puis Jean-Philippe va être content, il va trouver que je suis hot. Ça me convenait vraiment, puis ça faisait des années que je faisais ça, puis j'avais pas d'autre ambition que... Puis quand, parce que t'as quand même fait quelques petites chroniques en ondes à Fosse-aux-Lyon, Monsieur Truc avec l'après-midi pour conseil, à des hôtels notamment. Est-ce que tu pensais peut-être, fait que dans le fond, ce que tu me dis, c'est comme tu avais fait ton deuil d'être devant, c'était pas
je fais cette chronique-là peut-être en espoir de me faire découvrir, Non. ou peut-être que là, ça y est, ou peut-être que... Pour vrai, ça se complétait bien pour moi. J'aimais ça. Oui, c'était le fun. Je me disais, OK, bon, je suis en onde. Fait que j'avais l'impression qu'il y avait comme une certaine évolution. De la même manière que, je sais pas, un recherchiste, à un moment donné, il veut devenir chef recherchiste. C'est pas nécessairement, mais ça, à un moment donné, tu fais comme, tu veux bouger, tu t'ennuies. Tu fais comme juste, qu'il y ait du mouvement. Puis ça, je trouvais que ça participait à faire du mouvement dans ce que je faisais. Parce que là, c'était un nouveau défi. Je faisais un peu de critique. J'allais voir des trucs. Mais je trouvais ça exigeant. Puis je me disais, pour vrai, c'est parfait que ça soit juste pimenté comme ça. Je voudrais pas faire ça à temps plein. J'ai besoin de ma vie de bureau, tu sais. Ouais, c'est ça. On se parlait tantôt avant d'enregistrer que je parlais avec Lise Dion aujourd'hui en pré-entrevue, oui, justement. Oui. Puis il y a un fait intéressant avec elle, c'est que, tu sais, elle, sa vie, sa carrière et sa vie a complètement changé avec un événement qui a été son numéro du Dunkin' Donut. Ouais. Toi, mettons, le point de bascule dans ta vie qui a complètement changé, est-ce que c'est Monsieur Truc à l'après-midi porte-conseil ou c'est la soirée est encore jeune? Ben c'est la soirée est encore jeune qui va faire que je vais exister, puis je vais faire tout ce que je fais maintenant. Mais ça demeure, tu sais, dans le récit, là, c'est sans les chroniques de Dominique Poirier, il se passe rien. Je suis encore recherchiste ou je fais autre chose. Parce que Dominique Poirier, donc, je suis recherchiste pour elle me trouve drôle. Moi, j'ai jamais pensé être drôle, je tout le temps considéré plus comme niaiseux que drôle. Je sais que je suis un peu, je fais rire, j'ai tout le temps fait rire. des amis dans un souper ou dans... Ouais. Même pas tant que ça, tu sais, j'étais comme quelqu'un qui faisait rire des madames, tu sais, comme dans des recherchistes âgés, tu sais, comme, elle me trouvait drôle. J'avais l'impression que c'était comme un rapport un peu maternel, j'étais comme le fils qu'elles avaient peut-être eu, qui faisait rigoler un peu, mais jamais dans une intention j'ai jamais voulu faire d'humour de ma vie. Et puis à un moment donné, je fais quand j'aimerais ça peut-être présenter une fois de temps en temps une chronique ou des reportages, puis là je présente je voulais que ça soit sérieux parce que moi je me poussais tout le temps par là elle fait comme non, fais-nous des chroniques rigolotes, elle me propose Monsieur Truc, mais j'aime pas ça faire ça, je suis gêné, je trouve ça niaiseux. Je fais comme aujourd'hui Madame Poirier, comment choisir un soutien-gorge. Puis Monsieur Truc, c'est un personnage. C'est un personnage, je disais pas mon nom, puis j'avais pas du tout je me disais pas ben là faut que les gens connaissent mon nom. Puis en plus il y avait quelque chose au début, les gens voulaient savoir c'était qui Monsieur Truc. Puis là, les gens écrivaient, c'est qui? Vous dites pas son nom. Je pense que c'est MC Gilles, je pense, mais je me dis, bon, on le dira jamais parce que vous allez tellement être déçus quand vous allez apprendre que c'est Jean-Sébastien Girard. C'est personne, vous le connaissez pas. Mais j'ai essayé ça, faire ces chroniques-là. Non, c'est pas vrai. J'avais du fun avec Dominique, mais j'avais honte, en fait. Ouais. Tu sais, comme mes collègues, je me disais, j'avais honte. Je me disais, c'est niaiseux, tu sais. Vous devez me trouver niaiseux. Enfin, je me souviens, c'était comme comment entretenir vos seins, Madame Poirier. Alors, donnez-vous les douches circulaires, frottez vos mamelons de citron, parce que c'est des affaires vraiment... Des articles épais qu'on lit ou du clickbait, c'est ça que tu faisais. M'ajouter comme avec un côté un petit peu... Là, comme j'ai comme créé un personnage qui, là, finalement, à un moment donné, s'en allait... Au début, c'était comme, puis là, j'ai comme trouvé une voix, j'ai comme trouvé à un moment donné, il a quitté le Québec pour aller faire un spectacle à Las Vegas avec ses jumeaux sur une scène inclinée, puis comme, à un moment donné, c'est comme... Je suis parti dans un... Puis le monde, certains auditeurs de cette émission-là se sont mis à aimer ce personnage-là. Et c'est là que Marie-Claude Bocage, la réalisatrice qui crée La soirée est encore jeune, m'appelle et me dit, viens faire des chroniques. Je suis comme, non, je suis pas un humoriste. Je fais le pilote. Je m'excuse d'avoir fait le pilote. J'ai écrit à Marie-Claude. Bon, j'ai bien vu que... Je cherchais une fille, en fait. Il cherchait une fille. Aujourd'hui, ça serait impensable de faire comme, on n'a pas trouvé, lui, il est drôle. C'est comme, aucun effort il est drôle. Ça sera juste des gars, finalement, tu sais. C'était pas si longtemps, ça fait 12 ans, mais ça fait 100 ans, tu sais. Puis je me suis excusé, je fais comme, hey, ok, pour vrai. Moi, je connaissais ni Jean-Philippe ni Olivier, j'écoutais pas le pornographe. Puis là, quand je les ai entendus, je fais comme, ok, ben non, ça n'a pas rapport. Je dirais, je suis pas là-dedans. L'écriture, puis comment qui relance ses affaires. Puis moi, j'étais comme, mon concept, c'était la journée mondiale de l'amitié. Il fallait que je me fasse un ami dans le village, là. Fait que j'étais comme, je voyais comme un monsieur gay, là, qui avec sa grosse barbe au stock ou en tout cas. Puis là je fais comme monsieur, voulez-vous être mon ami? Puis là je suis comme j'aimerais ça être plus. C'était pas drôle, tu sais. Puis là j'avais écrit à Marie-Claude, je fais comme bon ben j'ai fait le pilote, mais tu sais je me retire, je me rends bien compte. Elle fait comme non, on a trouvé ça drôle, puis donc j'ai continué. Puis là à un moment donné ça m'a étonné, tu sais. Au bout de quelques semaines, les gens venaient à l'émission, ceux qui assistaient, qui me voyaient, dans la petite salle qui était le Renaud-Bré, là. Le Renaud-Bré, ouais. Il y a comme 20 personnes. Puis là, les gens commençaient à faire hey, t'es donc bien drôle, on est content de te rencontrer. J'étais comme, il se passe peut-être un petit quelque chose. Et après, bon, là, je me suis mis à être autour de la table avec les gars quand on a commencé à être au OM. Et là, il s'est passé de quoi cette année-là? On a commencé l'an 3 de la soirée, encore jeune, la première fois en direct, la fin de semaine. On a commencé au mois d'août.
Il y avait personne dans la salle. Je demandais à ma mère, à mes amis de venir pour rire fort. Puis quand on écoute les premières émissions, t'entends des rires très distincts là, de 3 personnes. Puis quand on est revenu des fêtes, à peu près, là, comme là, il commençait à faire froid, puis là, il commençait à avoir des gens qui faisaient le coin de la rue. On est en 2013 quoi, à peu là? près. 2 à 3, 3 à 4, 4 à 5 à peu près. Là. Okay. Ouais. Puis là, il s'est passé de quoi dedans cette année-là qu'on n'a pas trop compris. C'est ce moment-là que moi j'ai commencé à écouter, notamment. Ben, comme tout le monde. C'est ça, comme tout le monde. Puis là, c'est devenu l'émission RTV, puis on a commencé à faire des... Ah, mais ça, l'émission RTV, là, tu sais, c'était pas une émission de télé, c'était un peu de l'argent qui traîne à terre, là. C'est-à-dire, on va juste mettre des caméras. Mais c'est une émission de radio. Mais c'était le fun, ça nous a donné un public. Et des crédits UDA. Des crédits UDA, un double salaire. On avait vraiment des cachets d'animateurs télé, mais pour les mêmes textes que ça arrivera jamais dans une vie, c'est qu'on est payé pour notre temps plein pour radio, temps plein pour télé. C'était de l'argent, ça n'avait aucun bon sens. T'sais. On l'a fait 3 ans et il y a quand même, tu sais, c'est pas le même public évidemment les gens qui viennent dans RTV. Fait que des fois, je voyais des personnes plus âgées quand ça a arrêté d'être diffusé qui me disaient « Ah, on aimait ça l'émission, là, les gars autour de la table, pourquoi ça joue plus? » Je suis comme « Ça joue encore, c'est pas la télé. » Mais ça a quand même donné... c'est plein de petits éléments qui ont donné une certaine notoriété puis qui fait que la suite fait que je fais des affaires cool. Puis pendant la soirée que ça a vraiment fait boule de neige puis c'est devenu un phénomène qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que là tu t'es un peu réconcilié avec ton désir d'enfant d'être connu? Là, ça se pourrait, là. Ah ben là, c'est ce rêve-là est à portée de main, là. Je pourrais. Il est à portée de main, mais il a pris un certain temps avant d'être identifié parce qu'au début, je me disais, bon, ben, c'est cool. Il y a des gens qui commencent à venir me voir, prendre des photos avec moi. Puis je fais comme, bon, c'est anecdotique, là. Puis après, non, là, tu fais ça. Alors on te demande de faire des chroniques ailleurs, la télé, comment ça m'appelle parce qu'ils veulent avoir vous pourriez peut-être faire un spectacle, vous pourriez peut-être faire un gala. Puis là, il y a comme vraiment un mouvement qui se passe. Puis au début, je me disais, bon, ben, comme c'est pas ça que je veux faire, puis que c'est arrivé par hasard, ça durera le temps que ça durera, puis après... Ça reste toujours un sideline dans ta tête. Tu dis, c'est une parenthèse dans ma vie de fonctionnaire. Au début, je pense que je me protège. Je fais comme, OK, il se passe de quoi? Mais, tu sais, après ça, il y aura rien d'autre parce que ça donne que je pense que je peux être bon avec ces 2 gars-là, mais dans un autre contexte, je reste encore le pas bon de l'UQAM, j'imagine. Puis là, tranquillement, évidemment, les choses se passent pendant des années. Puis là, il y a effectivement une reconnexion qui se fait avec le rêve de l'enfant, tu sais, puis comme c'est comme s'il n'y avait pas eu vraiment de temps entre les deux. On dirait que j'ai comme 20 ans, je suis le petit gars qui rêvait de ça, puis que c'est finalement arrivé sans interruption, mais je capote encore. Tu sais, je vais avoir 50 ans, puis quand je suis sur un plateau, je suis comme, quand même, tu sais. Quand je suis en direct, puis que la lumière rouge est là, je suis comme, hey, tu sais, là, ce que je vais dire, là, ça rentre dans plein de foyers. Tu sais, l'avantage d'être un late bloomer. Tu sors de ton propre corps, ben tu oui, réalises. Hey, c'est quand même, tu sais. Puis, c'est ça, l'avantage de réussir sur le temps, c'est que je peux du tout blaser, tu sais, puis je suis encore comme si j'avais 19 ans, puis je suis comme, ben voyons que je fais ça. Fait que je suis encore là-dedans, tu sais. Je suis encore impressionné de faire ça. Puis il y a du monde, les gens qui me parlent dans la rue, je suis comme, quand même, ils savent mon nom. Ah, monsieur Girard, je suis comme, vous connaissez mon nom? Ça m'impressionne encore. Puis votre beau programme, est-ce que ça t'en as parlé souvent à la soirée est encore jeune et tout, mais quand ça t'est proposé, tu dis Véronique Cloutier m'approche pour son nouveau show, ça y est, là. Là, c'est la consécration ultime. Là, et là, Véro vient de finir Les Enfants de la télé, qui fonctionne très bien, avec Antoine Bertrand, qui est un sidekick extraordinaire, qui a beaucoup d'espace. Puis je sais comme, ben, je vais devenir le nouvel Antoine Bertrand, là. C'est mercredi soir à 21h, c'est le prime time, c'est l'équipe de Véro. Là, c'est vraiment, là, je vais faire des bye-bye, je vais faire comme, je suis dans la gang. Manon Lucier, Manon Lucier, fuck you, mange de la merde, si je suis au bye-bye. Mais, ouais, je l'ai revu Manon Lucier il y a pas longtemps en plus, puis elle disait, c'est formidable ce qui t'arrive, hein, mais je suis pas devenu comédien, fait qu'elle avait raison, là, fait que j'ai pas envie d'y dire ma maudite vache. Ben non, c'est comme, elle m'a dit que j'étais pas un acteur. Ben, j'étais pas un acteur, ouais, tu sais, elle m'a jamais dit que je serais pas un humoriste ou un animateur, là, tu sais. Puis quand votre beau programme, bon, ça a eu le succès que ça a eu, puis ça a eu les défis et les défauts que ça a eu, est-ce que ça a été difficile à vivre de ton côté ou comme le deuil s'est fait peut-être assez tôt dans la saison parce que finalement c'est une aventure qui va pas durer 10 ans mais bien 13 semaines, 13 semaines. Un épisode des meilleurs moments sur 13 épisodes. Ah, ils ont été bons quand même de ramasser des meilleurs moments pendant en 44 minutes. Mais là c'est comme pour vrai, ça c'est autour de Noël 2016, ça c'est la plus belle période de ma vie parce que là la soirée, c'est l'âge d'or de la soirée. Prédiction. On s'installe avec prédiction, on fait
8 soirs, un spectacle avec les gars de la soirée au Saint-Denis. Les salles sont pleines. Et Fabien. Et Fabien. Je pense que le Juste pour rire. Pour sécuriser Juste pour rire, ça prend Fabien. C'est ça, je pensais qu'on était peut-être pas encore assez connus, mais... Et donc là, il y a ça. Je commence après Noël, l'émission de Véro. Il y a le spectacle. Là, c'est comme, ça se peut plus. Ça là, y est. comment, là, Et donc, oui, il y a le spectacle qui va très bien, mais il y a Véro qui arrête après, puis après. Mais c'est la soirée, étant encore jeune, qui m'a sauvé la vie parce que j'ai pas eu tellement le temps d'intellectualiser ce qui se passait. Parce qu'en même temps que je faisais Véro, il y avait la soirée qui était télé, qui était radio, il y avait le spectacle. À course au cachet, hein, ça va. Ah non, c'est un mois... je suis pas mort de faim. Où cet argent-là? Non, ça. Mais. J'aimerais bien ça le savoir. Je sais pas où voit tout l'argent que je fais. En tout cas, j'en fais pas. En tout cas, C'est mon comptable m'a volé. Je comprends Comme pas. Dominique Michel. Bref. Oui, non, c'est ça. Donc. Mais ça a été difficile parce que. Ça a été difficile. T'avais des commentaires quand même assez violents parce que j'ai lu des trucs qui t'avais comme la soirée qui était comme ton petit réconfort. Ben oui, je rentrais chez nous, là, C'est sur le bord de broyer le mercredi, mais le samedi, dimanche soir. C'est comme si genre que je venais de me marier là, dans une relation toxique épouvantable, mais que je rentrais chez nous, là, tu sais, la soirée, puis les fans, c'était mes parents, il y avait quelque chose de tellement... tu sais, je faisais, OK, non, je peux faire rire au moins ces gens-là. Mais là, ça me conforte un peu dans l'idée que la soirée, c'est peut-être juste un accident, tu sais, parce que dans le fond, j'ai probablement scrappé le show de Véro, fait que... J'ai scrappé mon effet Peters, là, qui appelle. C'est que tu Dieu. montes toujours, puis à un moment donné, tu vas arriver à ton ça. incompétence. C'est comme, je l'ai... Ouais. Tu parlais de 2017, qui était la plus belle année que tu as eue. À Mario Gérard, tu dis... C'est incroyable tout ce qui m'arrive. Je ne peux pas laisser passer les choses. Quand je serai has-been, j'aurai le temps de me reposer. Est-ce que tu te dépêches encore de vivre des choses? Est-ce que tu as un genre de sentiment d'urgence? C'est-à-dire, tu as percé à fin trentaine, t'es rendu à... tout, là. Ouais. Même les petits podcasts. Même des tout petits podcasts. Non, j'accepte vraiment tout, tu sais, puis des fois, c'est trop, tu sais, là, comme dans la rentrée, quand je suis revenu, tu sais, je faisais l'affaire de Bonsoir, je recommençais ma tournée. Tu fais des lancements de programmation aussi, ça, c'est un truc, un peu, tu sais, comme tu t'en vas à Dolbeau, parce que là, ils lancent la saison, tu t'en vas à Dolbeau faire un numéro de 10 minutes pour vendre des billets, tu reviens, il y a le début de la soirée, on recommençait Jeune au barbecue, comme dans la même semaine, ça avait comme pas de bon sens, je pognais la COVID, la COVID, c'est pas dû à la fatigue, mais j'imagine que j'étais bien fatigué, parce que quand j'ai commencé, je fais comme, ça n'a pas de bon sens, je pourrais pas faire ça, mais je dis oui à tout, tu sais, puis comme, tu sais, on dirait que chaque affaire va toucher un public différent. Tu sais, je fais pas grand-chose qui réunit tout le monde. Fait qu'on dirait que je vais pas être oublié par aucun de ces groupes-là. Tu te sens pas fédérateur. Ben, les projets sur lesquels je travaille sont des petites niches que tu essaies Exactement. Parce que je m'en vais à Rivière-du-Loup, mettons. C'est comme, je me fais énormément reconnaître, mais jamais pour les mêmes raisons. Puis les gens, tu sais, puis je le vois des fois que des gens me connaissent pour juste une affaire. Tu sais, des fois, ils font... Hey, vous êtes le monsieur avec le coussin, là, à la télé. Donc, ils me connaissent juste par Bonsoir. Il y a des gens qui se disent, ah, mon Dieu, c'est le gars de la soirée, mais je fais, tu sais, si je faisais pas Bonsoir, ben, il y a comme, j'ai comme besoin d'entretenir toutes ces niches-là pour que, ben, quand tu fais un one-man show, quand tu fais une autre émission, de savoir qu'il y a plein de monde qui vont savoir chez qui, il y a comme, je travaille fort pour entretenir, Puis, crains-tu d'être un has-been? Est-ce que tu crains d'être à la soirée ce que Jessie Lauzon a été à Sans Limites? Oui. Ça m'obsède pas, mais oui, c'est sûr. Comme quoi, la soirée était seulement une parenthèse. Ben oui, mais là, bon, tu sais, il y a mon one-man show qui se passe très bien, tu sais, il y a comme d'autres choses qui se vivent aussi, puis j'ai d'autres projets aussi qui s'en viennent, mais je suis à l'abri de rien, tu sais, puis je pense que le seul avantage d'être late bloomer, c'est que si, mettons, il me reste 5 ans, il me reste peut-être 6 mois, là, mais mettons qu'il me reste quand même 5 ans, à 53, 54, c'est pas le temps, c'est sûr que je veux continuer toute ma vie, mais il me semble que ça va être moins triste d'être has-been à 55 que de l'être à 28, t'sais. Ouais. Puis, je reviens à l'entrevue que tu as donnée à Mario Gérard en 2017. Tu disais, l'une des choses qui me rendent le plus heureux, c'est que ma mère puisse voir ce qui m'arrive en ce moment. Ouais. Ta mère est fière de toi. Elle est très, très fière. Et ma mère m'a dit cette phrase extraordinaire il y a pas longtemps. Je pense qu'on était dans un spectacle, les gens venaient la voir après, il y a des gens qui apportaient des fleurs à ma mère, puis elle fait comme « Hey, merci, grâce à toi, je fais tellement une belle vieillesse. » Donc, c'est vraiment, tu sais, ma mère, elle a son bowling, elle a son casino, et elle a ma carrière. Ma carrière, c'est une activité pour elle. Parce qu'elle assiste à presque tout. Ça me surprend qu'elle n'est pas là aujourd'hui.
T'imagines, elle est dans le coin pour un pot. Non, mais elle vient au show, elle vient sur les plateaux, elle vient, les gens la reconnaissent, fait que c'est flatteur pour elle, les gens sont super gentils avec elle. Donc, c'est une activité importante de sa retraite, me suivre dans mes affaires. Puis elle est fière, puis elle est contente, puis ouais, ça me rend très heureux qu'elle soit témoin de ça. Puis on parlait d'Has-Been tantôt, tu sais, ton fonds de commerce quand tu as commencé, c'est bon, ce jeune trentenaire qui a des vieilles références, d'une nostalgie d'une époque qu'il ne connaît pas, qui aime Cormoran, qui a des vieilles références et tout. Maintenant que tu as la quarantaine qui s'égrène, bientôt la cinquantaine, est-ce que là, tu sais, ton brand, c'était drôle quand tu avais 38, mais là, rendu à 52. Je pense, des fois, c'est comme, il y a pas longtemps, j'étais à la radio, puis j'ai sorti de vieilles références, puis je fais comme, voir qu'il y a quelqu'un de mon âge, comme, mais arrête, faut que j'arrête de dire ça, là, c'est plus drôle que quelqu'un de quasiment 50 ans ait des vieux souvenirs, là, tu sais, même mes souvenirs qui sont pas vintage commencent avec des vieux souvenirs, tu sais, fait que... Faudra que tu fasses des jokes de sous un ciel variable, puis... C'est drôle de faire des blagues de sous un ciel variable. Ou des téléromans plus récents, Le Monde de Charlotte, puis Virginie. On dirait qu'il y a comme une convention qui est installée, puis que le monde s'étonne encore, même si j'ai l'âge de... Mais tu fais redécouvrir des succès, tu sais. RTV qui a reparti les Dames de cœur, c'est quand même, d'après moi, c'est pas étranger aux Dames de cœur à la soirée. Hey, comme les Dames de cœur, puis sont avec La Bonne Aventure, puis celui qui programme les vieilles fictions d'RTV m'écrit. Il m'écrit, toi, t'écouterais-tu ça, La Bonne Aventure, t'écouterais-tu ça? C'est la suite des Dames de cœur. Non. C'est il y a eu La Bonne Aventure. Le prequel. Ah oui, c'est toute l'histoire. C'est comme 3 séries. Avec... 3 séries de Lise Payette qui se sont suivies dans le temps, tout le temps. Donc, La Bonne Aventure, c'est 4 femmes dans la trentaine qui veulent s'émanciper. Des Dames de cœur, c'est 4 femmes dans la quarantaine qui veulent s'émanciper. Et il y a un cycle de feu réunit les personnages d'un cycle de feu. Ah, non, sous un ciel variable. Veux-tu la refaire? Non, oui. Et un cycle de feu réunit les 4 femmes de La Bonne Aventure et les 4 femmes des Dames de cœur qui, là, par différents concours de circonstances, se réunissent, couchent ensemble. Ben, pas les femmes, mais les maris de bon. Jean-Paul Bello sort avec Nathalie Gascon. Nathalie Gascon, exactement, qui était dans la Bonne Aventure. Donc, ça dure pendant des années. Ouais. Puis, on parlait tantôt de ta mère qui est très fière de toi puis qui, grâce à toi, vit une belle retraite. Toi, est-ce que tu es fier de toi? Oui. Oui, quand même. Je sais que tu as beaucoup besoin de l'approbation des autres et tout, mais des fois, quand tu regardes le chemin parcouru, ou je sais pas, si tu regardes en arrière, est-ce que t'es... Je vais y aller avec une image très cheesy. Je pensais même pas la dire à quelqu'un, tellement je trouvais ça cheesy, mais là, comme la question, comment? Puis l'image est un peu cheesy, mais je pensais devant mon char, sur la Première Avenue, où il y a l'église Saint-Marc, il y a pas longtemps. Puis, tu sais, il y a comme ben des dos d'âne, faut pas que tu roules plus qu'à... Fait que, je suis pas en train de dénoncer le fait qu'il faut pas conduire vite, c'est que ça explique que comme je roulais vraiment pas vite, je me suis tourné puis comme je passe souvent devant l'école Saint-Marc, mais il y a jamais d'enfants, je passe jamais durant une récré ou à l'heure du midi, puis là les enfants sont tous mis en rang. Puis là je suis ah mon Dieu, c'est vraiment mon école, je me souviens exactement de mon rang de 6e année. Puis là, comme dans un film, c'était vraiment, je te dis, c'est comme une image vraiment quétaine. Mais on dirait que j'ai comme vu le petit enfant de 6e année, comme s'il me regardait dans mon char. Tu sais, que j'étais comme devenu le monsieur de 50 ans. Puis je me suis vraiment dit, je pense qu'il serait quand même content, tu sais. Ça ressemble un peu à ce qu'il voulait, lui. Fait que, ouais, je suis content. Puis l'étudiant de théâtre raté de 20 ans, est-ce qu'il serait fier de Jean-Sébastien? Il serait surpris. Il serait surpris qu'il fasse de l'humour, en tout cas. Ouais. Lui qui voulait juste faire des grandes tragédies. Qui regardait de haut un peu les... Ben oui. Ouais. Il serait étonné. Il serait étonné. Je sais pas si... oui, il serait très étonné. Il le mépriserait peut-être un petit peu. Ouais, mais c'est sûrement content qu'il ait réalisé quelques rêves. Tu disais, par rapport à faire de l'humour, tu sais, que tu regardais ça de haut un peu à l'époque, puis j'imagine que quand on t'a offert le show que tu fais en ce moment, Un garçon pas comme les autres, qui a eu ce grand sentiment d'imposture, voyons, je suis pas un humoriste. Oui. Mais là, est-ce que tu le sens moins? Parce que là, on dirait que c'est de plus en plus difficile de te définir. Tu sais, t'es-tu un animateur? T'es-tu un chroniqueur? T'es-tu un humoriste? T'es-tu un fantaisiste? Toute l'imposture fait que je... Est-ce que l'humoriste s'ajoute à ton profil LinkedIn maintenant? Je sais pas si on fait des blagues avec fantaisiste. C'est un terme qui est complètement tombé en désuétude. On associait ça beaucoup aux artistes de cabaret, qui jouaient du chaudron, là, c'est comme les Tune-Up Boys, qui mettaient des codes après le chaudron, ils chantaient un peu, ils faisaient une joke, ils faisaient, c'est comme un paquet d'affaires, rien de manière spectaculairement bien, mais comme divertissante. Moi, j'aimerais ça, pouvoir nommer je suis fantaisiste puis que ça fasse image, parce qu'il y a un peu de ça, tu sais, mais si je devais choisir, je pense que
je suis peut-être plus animateur qu'humoriste, tu sais. Ouais. Je suis peut-être un animateur rigolo. Un animateur qui fait de l'humour et non un humoriste qui anime. Ah oui, c'est sûr. Okay. Ah oui. Puis sur ta liste, qu'est-ce qui te reste à cocher dans ce sentiment d'urgence de tout accepter et tout? Ouais. Pas grand-chose. Je dirais que ça me trouve, parce que des fois, j'y pense. Puis je fais comment? On dirait que je... Genre, il y a plein de choses, puis j'y pense pas, puis je vais les cocher éventuellement, ou je... Non, on dirait que j'ai comme... Je suis non, parce que j'ai tellement coché d'en faire rapidement, puis justement, dans l'urgence, l'idée de... Quand on m'a offert un one-man show, même si je n'étais pas certain, je me disais pas, ça va se représenter dans 10 ans, prends ton temps. C'est sûr, ça n'allait pas se représenter dans 10 ans. Fait que j'ai dit les affaires, mais, tu sais, je voulais des minutes de radio, je voulais faire de la scène, je voulais faire... On dirait que comme... Après, évidemment, c'est pas ça. Une carrière, juste faire un petit peu de choses à faire. Faut t'installer, Mais, il y a comme plein d'affaires que je voulais faire, que j'ai fait rapidement en 10 ans. On dirait que je veux juste que ça continue, mais j'ai d'immenses rêves, on dirait. Animé à la radio la fin de semaine. T'es trop jeune encore. Le mouroir des 6 premières, est-ce que c'est l'après-midi, mais tu sais, ce que j'anime, c'est la fin de semaine. Je suis déjà rendu la fin de semaine, moi. Chano Barbecue, c'est le dimanche soir. Avec la soirée, moi, j'ai jamais été un animateur de semaine. Non, mais les Franco Nouveau et les René Miroir et tout, est-ce que le mouroir de la fin de semaine, le matin à 6 premières, c'est sécurisant ou c'est un peu déprimant? Non, moi, Ben, ça revient à ta vie de fonctionnaire que t'as toujours voulu. Ben, c'est ça. Tu sais, je sais que je ferai pas de la scène indéfiniment puis que je ferai pas, mais j'aimerais que ça soit ça ma job. Finir à la radio comme Renaud Miroir ou avant si ça me tente plus ou peu importe. Mais j'espère que la radio, d'abord, va continuer à exister assez longtemps. Mais j'aimerais, c'est quand je dis que je me définis comme un gars de radio d'abord et avant tout. J'aimerais ça, quand les autres affaires vont comme partir un peu, qu'il me reste tout le temps. Je veux que ça soit ça mon gagne-pain jusqu'à ce que j'arrête parce que trop vieux, mort ou malade, là. Mais, faut pas que la radio me lâche. Ça, je serais démuni. J'ai une question, une dernière question qui est peut-être un peu difficile, mais tu parles beaucoup de ta mère depuis tantôt, puis une question qui me vient, c'est ta mère qui a été très très présente dans ta vie, une relation très fusionnelle. Ta mère t'a tout appris, visiblement. Est-ce qu'elle t'a appris ou est-ce qu'elle t'apprend à vivre sans elle? Non. Non, elle m'apprend pas ça parce qu'on est beaucoup dans le déni. En tout cas, moi, je suis dans le déni. Quand elle me parle de cette éventualité-là, moi, je fais comme non, ça existe pas, je veux pas le savoir, je veux pas. Elle veut me dire où sont ses papiers, elle veut me dire c'est quoi les polices d'assurance, je veux pas le savoir. Je veux pas l'entendre, je veux pas le faire exister, cette possibilité-là. Donc, elle me l'apprend pas et moi, je l'apprends pas. Et ma mère a eu 75 ans cette semaine. C'est comme, normalement, c'est comme, c'est moi qui devrais avoir ma crise de la cinquantaine, bientôt de la quarantaine. Mais moi, c'est les âges de ma mère qui me rentrent dedans. 75 ans, elle a reçu un formulaire cette semaine pour dire, à partir de maintenant, vous devez faire de l'autodéclaration pour continuer à avoir votre permis de conduire. Tous ces signes-là qui indiquent clairement que là, elle est rendue dans le grand âge. Ça, pour moi, c'est extrêmement anxiogène. Que maintenant, elle doit prouver qu'elle puisse continuer à conduire. Tous ces signes-là qui font d'elle une vieille personne, c'est le drame de ma vie de voir ma mère vieillir. Elle est en pleine santé, elle vieillit bien, tout ça. C'est pas quelqu'un que je vois qui fait de l'Alzheimer, que je vois péricliter, mais c'est juste le temps normal qui passe et je fais, ah mon Dieu, je m'ennuie du temps où je pensais que ça allait durer toujours quand elle avait 50 ou 40, tu sais, là maintenant, je sais quand je me projette dans un projet, dansera-t-elle là, va-t-elle le voir, est-ce que je vais être en dépression et suicidaire parce que blablabla, puis comme je parle beaucoup d'elle dans mon spectacle, tu sais, ça fait la 2e année que je le fais, je l'ai écrit pendant 2 ans, il y avait quelque chose de présomptueux, je trouvais, dans le fait de parler de la peur de la mort de ma mère, parce que si ma mère meurt là, je ne continue pas le spectacle, il est trop coloré de mon lien avec elle et de ma peur de la mort qui est nommée là-dedans, qui n'existe plus, tu sais. Donc, c'est quelque chose, je vis avec ça au quotidien, avec cette angoisse-là. Et c'est pas comme avoir peur des zombies, là, tu sais, je suis comme... Ouais. C'est pas une peur irrationnelle, non, ce moment-là va arriver. Il va arriver, tu sais, puis il arriverait là que personne ferait comme « Pardon, elle est morte à 75 ans, ça... » Oui, bon, tu sais, aujourd'hui, on peut vivre longtemps, mais c'est plus insolite qu'elle puisse mourir. Et que ça soit plus insolite, je trouve ça, tous les signes, tout ce qui lui rappelle qu'une amie, elle, lui dit, c'est qui ton gériatre? Je fais comme, ah mon Dieu, ben oui, tu peux avoir un gériatre à partir de 60 quelques années, tu sais. Je fais comme, pourquoi faut qu'elle ait un médecin spécial, tu sais? Ben oui, parce qu'elle est vieille.
Et là, c'est un détail, mais c'est comme... Puis la place que ça prend, c'est des petits rappels ici et là. Des petits rappels comme... j'avais mal dans le dos l'autre jour. Je dis à maman, tu peux-tu me prêter ton Voltaren? Alors, elle vient cogner à ma porte, c'est ma voisine, elle vient me porter son tube de Voltaren. Et j'ai entendu dire qu'il fallait pas prendre de bain chaud quand tu mets du Voltaren parce que ça... Je pense que ça en tout cas, tu peux faire... Toi qui es un maniaque de bain. Ouais. Un maniaque de bain. Donc là, je lis effectivement ne pas prendre de bain tant de temps. Et là, c'est écrit, le Voltaren doit être utilisé chez les gens de 18 à 65 ans. Puis là, j'en ai t'as pas le droit de prendre ça? Elle dit, je le sais que j'ai pas le droit, mais j'en ai pas beaucoup, tout ça. Puis là, je vais faire des recherches. Et là, ça dit, à partir de 75 ans, le corps ne sait plus comment métaboliser les médicaments. Puis je suis comme, hey, mais son corps, c'est plus comme le mien, là. C'est comme ces médicaments, son corps saura plus comment les gérer. C'est effrayant, là. C'est comme si, t'es en train de me mourir d'en face, là. C'est épouvantable. Jean-Sébastien, on finira pas là-dessus, mais on va finir avec un petit questionnaire que j'ai pour toi. Okay. Donc, ça s'appelle En moins de 2. Donc, en moins de 2 minutes, j'ai 20 questions et puis tu essaies de répondre au plus de questions possibles. Et on va essayer tu peux élaborer, mais pas trop longtemps. OK. Alors, Martine Sinclair ou Martine Chevrier? Hey, Martine Chevrier. Et ça, c'est drôle que tu me poses la question. J'adore Martine Sinclair depuis toujours, mais j'avais comme oublié Martine Chevrier. Charlevoix ou Bas-Saint-Laurent? Bas-Saint-Laurent. Une vie sans télé ou une vie sans chanson? Oh! Sans chanson. Parce que la télé, ça peut être tout le temps, mais ça serait dur pas chanter. Ouais. Rosanna Saint-Cyr ou Bella Cormoran? Oh, Rosanna. Rosanna, parce que Bella, elle devient fine, mais elle est vraiment épouvantable au début. Le meilleur Joseph Arthur, Jean Besseret ou Pierre Dufresne? Pierre Dufresne. Allô Bobo ou Allô Compétences? Ah mon Dieu! Allô Bobo, une chronique sur la soirée est encore jeune. Allô Compétences, c'est des premiers jobs que j'ai eu, l'ancêtre d'Internet, des pages jaunes où on appelait pour avoir un numéro de plombier. Je collais des autocollants dans une circulaire pour mettre sur le téléphone. C'est un cauchemar. Ton entrevue la plus touchante que tu as faite? La plus touchante que j'ai faite, je me retiens pour pas dire la tienne, parce que c'est pas un podcast que je viens de faire, là. C'est une grande entrevue, là. Un podcast, c'est pas ça, là. T'es vraiment excellent. Puis pour vrai, j'ai dit des choses que j'ai jamais dites. Ou l'entrevue la plus touchante que tu as menée? Ah, que j'ai menée? Ah! Ouais. Claude Barzotti, c'était assez touchant. Ah oui, ben oui. Claude Barzotti, j'avais comme des blagues à faire. Je suis comme, ah, monsieur Barzotti, on s'en met, puis c'est bien pleuré, la vie est moche, ma musique qui intéresse plus personne. Puis ça il est décédé peu de temps après. Il est décédé un an ou deux après. L'album de Noël de Ginette ou l'album de Noël de Jeune Céline? Oh, de Ginette. Ouais. Saint-Hubert ou Mike's? Ben voyons! Saint-Hubert. Ta relation avec ta mère, est-ce que c'est plus Oscar Bellemare dans Symphorien ou Jean-Louis dans Kilomètre-Heure? Ou Le Fou dans Psycho? Mon Dieu, non, je dirais... C'est quoi le premier déjà? Oscar Bellemare. Bon, Dieu, j'allais dire Oscar Bellemare parce que c'est moins malsain, mais... Je pense que les deux, c'est Béatrice Picard. Je pense que la mère... Pour vrai? Je pense que oui. Ah, je me souvenais pas. Écrivez-nous, si vous le savez. Mais Oscar Bellemare, et à un moment donné, parce que j'ai écouté il y a pas longtemps un épisode, puis elle se marie à un moment donné, Béatrice Picard, puis là, comme Oscar Bellemare qui a comme 50 ans, il fait comme, tu peux pas m'abandonner comme ça, puis je fais comme, mon Dieu, je relate. Mais oui! La partie de ton corps que tu aimes le plus? Mes cuisses. J'ai des cuisses de coureur, j'ai des cuisses d'athlète. C'est la seule affaire que j'ai d'athlète chez moi, mais c'est pas supposé. Un beau petit galbe. Mais ici, là, j'ai des affaires de coureur en haut du genou. Un petit quadriceps. La scène ou la radio? La radio pour la longévité. Monsieur SOS ou Monsieur Truc? Monsieur Truc. Monsieur SOS, c'est une chose que j'ai faite qui m'a amené beaucoup de colibets. Monsieur Truc, ça a changé ma vie. May West ou Joe Louis? Ah, mon Dieu, OK. Joe Louis, mais c'est pas des gâteaux vachons que j'aime. Le pire défaut qu'on t'a reproché? Mon impatience. Ton sacre préféré? Tabarnak. Qu'est-ce que tu te commandes pour ton dernier repas? Parce que clairement, tu vas pas te le faire. Qu'est-ce que tu te commandes? Un sous-marin. J'aurais dû choisir Max, mais là, j'ai redécouvert Vincent Sous-Marin il y a pas longtemps. Et le steak, et encore du steak, c'est tellement bon, là. T'es injustement arrêté. Qui t'appelle? Oli? Jean-Philippe? Ou Fred? Jean-Philippe. Jean-Philippe va faire le quoi pour moi? Oli, il va me passer Sandrine, sa femme, qui, elle, va faire quelque chose. Ben Jean-Sébastien, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Hey! C'est déjà terminé. J'ai adoré ça.